il est inutile de vous présenter aux étudiants qui connaissent vos travaux, à nos collègues qui vous ont côtoyé, lu. Donc on va peut-être entrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Hein, ouais. Si vous voulez bien. Sauf si vous souhaitez qu'on fasse une présentation un peu formelle. Non. Donc, Monique Bory, Georges Banu, vous êtes de grands témoins en fait du théâtre de Cantor. D'abord parce que vous avez été spectateur, vous avez reçu vous-même ce choc, et ensuite parce que vous l'avez transmis, vous avez écrit sur Cantor. Donc, peut-être commençons par vous, Monique. Bon. Je me mets à te vous voyez pour les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause. Alors moi, je voudrais partir de ce que j'appellerais pour moi le saisissement de Nancy. C'était l'époque où nous allions avec Georges au Festival de Nancy. Et moi, j'avais pour pratique de commencer vers midi à voir des spectacles. Et je continuais toute la journée jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Bon. Et voilà qu'un jour, je vais voir un spectacle d'un certain Cantor qui s'appelait La Classe morte. Et là, je dois dire que ça a été vraiment un saisissement. Et j'avais un programme de spectacle pour toute la journée. Et quand je suis sortie de La Classe morte, il était pour moi impensable d'aller voir un autre spectacle. À la suite. Bon. Et pour la journée aussi. Donc, c'était vraiment un saisissement qui était finalement inscrit dans une journée de théâtre où j'avais l'habitude d'enchaîner les spectacles. Et là, le choc a été si fort qu'il était impossible que j'aille voir autre chose. Alors, c'est finalement le sentiment que j'avais sur le coup déjà, mais que j'ai approfondi ensuite, d'avoir assisté non pas vraiment à un spectacle, mais à la création d'un univers, à la création d'un monde. Ce que j'avais de mon voix, c'était un monde que je n'avais jamais vu, et que je ne reverrai plus d'ailleurs, dans toute cette forme. Mais c'était là le choc de cette expérience, qui ne se limitait pas à une expérience de spectateur. C'était d'un autre ordre. Et je dois dire que dans ma vieille histoire, le seul autre exemple d'un choc de ce type, c'est Le Regard du sourd de Bob Wilson. Parce que là aussi... La même période. Oui, mais c'était une époque qui n'a jamais plus eu lieu. Mais bon, c'était finalement le sentiment d'être là aussi devant vraiment, non pas un spectacle, mais la création d'un monde. Et là, c'était pour moi l'accès assez incroyable à une autre expérience de l'espace et du temps dans laquelle je m'étais trouvée empruntée. Bon. Alors, c'était d'un autre ordre, mais c'est les deux seuls exemples que j'ai. Et alors, juste, qu'est-ce qui faisait monde et ne faisait pas spectacle dans La Classe morte? C'était un monde à soi tout seul. C'était pas, je veux dire, on a beaucoup parlé après de ce qu'on appelait les metteurs en scène qui élaborent sur la scène des spectacles. Donc, mais là, c'était d'un autre ordre. C'était vraiment... Il n'y avait pas de texte préalable. Il n'y avait aucun texte préalable, il n'y avait aucune référence, rien, ni pour l'un ni pour l'autre. Et on était confronté à un univers qui nous emportait, véritablement. Et donc ça, je crois que c'est une expérience peut-être que parmi vous, personne n'a eu la chance de faire. Mais bon, c'est un peu particulier. Alors, personnellement, donc, avec La Classe morte, si je l'interroge, ce choc, c'est d'être confronté à la force d'une expérience qui dépassait justement la simple expérience de spectateur. Je n'avais pas été seulement un spectateur. J'avais été emportée dans un univers qui avait une force qui n'était pas seulement d'un ordre esthétique. Et alors, je crois que c'est ça qui était très important, c'est que, au-delà
du choc esthétique, hein, parce qu'il y avait quand même un langage très très fort. Ce qui m'a habité, c'est peu après, dans les heures qui ont suivi, j'ai compris que ce qui avait été en jeu dans cette expérience, c'était l'accès à une autre réalité. Une réalité d'où la vie semblait s'être absentée et qui regardait du côté, qui m'emportait du côté de la mort. Et je compris alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un choc plastique face à ce langage extraordinaire qui a été entièrement créé par Cantor, hein, qui n'a jamais été repris. Mais je compris qu'il s'agissait d'une véritable expérience métaphysique au sens où l'entend Cantor, c'est-à-dire le fait que ce qu'il nous offre doit nous ouvrir à un au-delà de la réalité, ce qu'il appelle lui-même l'au-delà. Alors après, j'ai compris ces termes, hein, puisqu'il a beaucoup parlé de ça. L'au-delà ou l'autre côté. Ça, c'est une expression qu'il aime beaucoup. Et c'est à cet autre côté, à cet au-delà, que le théâtre doit ouvrir. Bon, mais ça, les gens qui vous parlent de l'œuvre de Cantor, vous le diront. Alors, ça, c'était, puisque je parle de l'expérience, c'est le moment très particulier, bon, qu'on n'a pas vécu ailleurs. C'est le moment où on est entré dans, c'était pas une salle de théâtre, hein, c'était bon, un endroit dans lequel on avait dressé une scène qui était en fait un tréteau. Et quand nous entrions, sur des bancs, les acteurs, enfin, entre guillemets, étaient déjà là. Et donc, dès notre entrée, avant même d'aller nous asseoir, nous étions confrontés à une interrogation qui était posée d'emblée. Était-ce, et ça c'était fait d'une manière extraordinaire, était-ce des acteurs vivants ou était-ce des mannequins? Et alors bon, vous savez que le spectacle ensuite va être construit sur ce jeu, ce va-et-vient, cet indécidable. Alors, c'était finalement cet indécidable entre l'animé et l'inanimé auquel nous étions confrontés, qui s'offrait à notre regard comme une question choc, disons, parce que c'était très, très violent. Alors, de là, bon, est née pour moi une double envie qui m'a toujours plus ou moins accompagnée, celle d'interroger évidemment l'univers de Cantor dans sa spécificité, mais aussi d'interroger la place de Cantor dans l'histoire du théâtre. Et alors, de ce point de vue-là, Cantor a été présent avec moi dans beaucoup de mes interrogations, et notamment, bon, les deux interrogations les plus importantes, mon interrogation sur la question du fantôme au théâtre et mon interrogation sur le corps de chair et le corps sculpté, c'est-à-dire sur la chair et la pierre, enfin le rapport entre théâtre et sculpture. Alors, ce que j'ai perçu aussi, c'est que cet indécidable entre l'animé, l'inanimé, la vie, la mort, le corps et la pierre, bon, c'est que comment dire, ces tensions, à travers cet indécidable, ont traversé des artistes beaucoup moins, de façon moins radicale que la classe morte de Cantor, mais des figures beaucoup plus anciennes comme Maeterlinck et Craig, dont Cantor d'ailleurs s'est beaucoup inspiré, et plus près de nous, ça c'est une question comme ça que je me pose, je n'ai jamais approfondi,
je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre chez des metteurs en scène comme Claude Régis ou chez des hommes de théâtre comme Genet. Bon. Et je me suis livrée, ça m'a beaucoup intéressée, je me suis livrée récemment à une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, bien que je sois une aficionados de Genet, c'était un rapport entre Genet et Cantor. Bon, ça je l'ai découvert pour moi-même, mais c'est pour dire que, disons, même si je n'ai jamais consacré vraiment une étude spécifique à Cantor, il a toujours habité mes interrogations. Alors, sous différentes formes, au fond, ce qui se joue, c'est chez tous l'ouverture à un au-delà de la réalité. Et finalement, Cantor représente sans doute celui qui a jusqu'à identifier l'univers de la fiction avec le monde de la mort. Ça, il y a un texte très fort de Cantor là-dessus. Finalement, le monde de la fiction, c'est le monde de la mort. Et finalement, il a prolongé, en quelque sorte, l'association proposée par Craig entre le monde de l'imaginaire et le monde de la mort. Donc, le monde de l'imaginaire et la mort, le monde de la fiction et le monde de la mort. Alors, finalement, ma petite conclusion sera de dire que, questionnant aujourd'hui le choc de Nancy, je m'aperçois à quel point, c'est pas à lui que je suis fortement associée dans ce que j'ai pu dire et écrire, mais finalement, je m'aperçois à quel point il fait partie des repères qui jalonnent ma mémoire du théâtre et qui l'éclairent. Merci beaucoup Monique. Juste une petite réaction avant de donner la parole à Georges. Je trouve très intéressant de voir que jusqu'à aujourd'hui, finalement, Cantor résonne en toi au point de susciter cette association récente dont tu parles entre Cantor et Genet. Et ça m'a fait penser à un texte que Georges a écrit au moment du symposium et des spectacles Le Retour, là, qui lui associait Cantor et le Wacky du théâtre No. Et j'ai l'impression que pour approcher Cantor, on a chaque spectateur a, et c'est en cela qu'il est que son œuvre, que son monde se poursuit et prend racine en chacun. Chacun l'associe à un auteur ou à une forme de théâtre forte, puissante et enfin. On a besoin de lui donner des voisinages signifiants pour peut-être pour l'approcher mieux. C'est ce que me suggère ce rapprochement que tu fais aujourd'hui entre Cantor et Genet. Oui, si je parle de mes deux chocs, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que bon, autant Cantor a continué vraiment à habiter mes écrits, disons, pas comme centre, mais toujours un petit détour par lui, etc. Autant c'est vrai que Wilson, je n'ai jamais eu envie d'écrire sur Wilson. C'est-à-dire que ça a été une expérience très très forte, mais je ne peux pas dire que finalement il s'est inscrit dans mon arsenal de metteur en scène. Oui, peut-être parce que ce choc était esthétique, alors que le choc de Cantor était métaphysique, comme tu le disais. Oui, c'est tout à fait. Georges, est-ce que tu as aussi envie de commencer par la rencontre avec le théâtre ou le monde de Cantor, ou d'une autre manière? Oui, on était ensemble quand on a vu aussi. Mais ce qui m'a frappé chez Cantor, c'est que il s'est découvert sur le tard. Moi, je suis d'origine roumaine,
Donc, quand j'étais jeune, je lisais la revue Travail théâtral et j'ai lu une sorte de dossier sur le premier spectacle de Cantor créé à Paris, La Poule d'eau, qui m'a séduit. Et par ailleurs, je voyais des photos des happenings de Cantor. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, Cantor, c'est un artiste très moderne, inscrit dans la modernité. Et je suis arrivé ici à l'Institut, j'ai eu l'honneur d'être invité sur la place de l'invité par Bernard Dort au Théâtre national de Chaillot, où on donnait Les Mignons et les Guenons. Dort est arrivé 10 minutes en retard, il s'est confondu en excuses. Et c'était le premier spectacle que j'ai vu qui est placé un peu sous le signe de la déception. C'était un happening de plus. On nous donnait soi-disant, on nous intégrait dans le spectacle, on nous donnait de longs vêtements. Dort, qui était plus manche que moi, il s'est pris les pieds dans le truc quand on est venu l'aider, tout ça. Mais il était déjà présent. Il était déjà présent. Et bon, Les Mignons et les Guenons, je me suis dit, ben, un de plus. C'était pas mal. Enfin, ensuite, il y a un peu plus tard, quand je suis allé à Cracovie, j'ai vu les premières peintures de Cantor. Je me suis dit quand même, c'est un artiste moderniste dans un pays communiste. Il copiait Rauschenberg, les happenings, il y en avait partout en Europe. Donc c'était quelqu'un qui participait de ce qu'on pourrait appeler l'esprit du temps. Mais il n'avait pas une place à lui. Et plus tard, dans une rencontre comme ça que nous avons fait, il a dit cette phrase qui est pour moi essentielle. À 60 ans, j'ai quitté l'autoroute des avant-gardes pour emprunter le sentier de la mort. Et donc, je crois que c'est assez important de dire et d'imaginer Cantor dans sa dimension mythique dont parle Monique, comme un vieil artiste. C'est l'artiste vieux qui trouve son univers affranchi un peu du fantôme de la modernité, tellement important parce qu'il était avec ses happenings, tout ça qui envahissait l'Occident, il était un artiste dissident en Pologne. Oui. Donc, il a pris le sentier de la mort et nous l'avons vu ensemble. Mais ce qui est assez intéressant sur le plan de la mémoire, c'est que elle se souvient de l'endroit, du fait qu'on était accueillis, mais c'est que les grandes œuvres théâtrales, quelques-unes, il n'y en a pas, fixent le temps. Il y a une sorte de mémoire immobile, non seulement de l'œuvre, mais aussi du contexte. Et je crois que ça, c'est le propre. Elle m'a raconté, je ne sais pas combien de fois, le regard du sourd, comment elle est restée pour le regard du sourd. Moi, je me souviens de cet endroit un peu de nulle part. On a vu la classe morte, ce n'était pas dans un lieu, c'est dans une école ou quelque chose comme ça. Je me souviens même des gens qui étaient à côté de moi. Donc, le théâtre, parce que c'est de l'art, ça produit parfois des événements qui intègrent aussi bien l'art et la vie. Donc, on a vu la classe morte à Nancy, et ce qui m'a frappé personnellement, c'était qu'il y avait sur le coup, comme ça, une sorte de trois temporalités. Trois temporalités dans le sens d'abord, vous avez vu les spectacles, Cantor lui-même, il dit que sa présence était une présence illégale sur le plateau. J'aime bien ce terme. Mais lui, il était ici et maintenant. Ensuite, l'autre temporalité, c'était la temporalité de ses anciens collègues, amis de la classe morte, mais qui étaient tous extrêmement vieux, maquillés en vieux. Ils étaient des fantômes, mais des fantômes vivants. Et la troisième temporalité, ce sont les mêmes, tout à fait enfants, mannequins. Donc,
c'est assez rare de voir un spectacle où on a 3 temporalités complètement distinctes. Lui, en maître du jeu, ici, présent, ici et maintenant, les autres vieillis et enfin des mannequins. Et tout se jouait de manière extrêmement sophistiquée et vitale sur ce jeu entre le maître, qui était, comme tu disais, moi je l'associe des années plus tard en parlant avec Yann Cotte. Yann Cotte m'a dit « Ah, c'est bien ce que tu dis ». Et j'ai écrit ça parce que parfois c'est important que quelqu'un vous encourage. Oui. J'ai vu oui, je me souviens que je chantais du Japon et j'ai rencontré Mnouchkine et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit sur le Japon, tout ça. Et quel est le titre? M'a dit Mnouchkine. L'acteur qui ne revient pas. Elle m'a dit c'est bon. Donc, eh bien, ça aide. Les metteurs en scène, ça aide. Je disais vitesse, faites des propositions et je choisis. Et je me souviens où Ariane m'a dit c'est bon. Donc là, cet événement que nous avons vécu était un événement qui a résonné, comme elle le dit, a résonné plus tard. Moi, je me suis dit, au fond, le dispositif retrouve un dispositif archétypal, le dispositif du théâtre No, où quelqu'un convie ses fantômes. Tout ce qu'on voit sur un théâtre No, c'est des fantômes ressuscités, appelés, ramenés sur le plateau. Sauf que chez Cantor, c'est beaucoup plus compliqué que dans le No, dans la mesure où il était là, mais il y avait ces trois registres. Mais en même temps, ce que je pense que c'est important de le rappeler, c'est que le théâtre de Cantor jouait d'un côté sur la classe morte en particulier, sur comment dire, le côté effrayant du vieillissement plus que de la mort pour moi. Ces acteurs vivants qui ressemblaient à des êtres presque morts, les mannequins, mais je crois que c'est vraiment pour un atelier, c'est important de dire qu'il a fondé son théâtre sur une sorte de tension des oppositions. D'un côté, la mort effrayante, et de l'autre côté, le sentiment de la musique. La musique de Cantor, c'était l'élément qui introduisait une sorte d'affectivité, de mémoire heureuse, opposée à l'image. Donc, ce sont des spectacles qui ne sont pas fondés donc, sur l'unicité de l'image, mais beaucoup plus sur le croisement de l'image et de la musique. On s'est rencontrés une fois, j'étais avec une amie, et il y a très longtemps, il préparait un spectacle, et il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche cette putain de musique. Donc, ça veut dire qu'il savait à quel point la musique intervient dans la perception et nous confronte avec le double, la mort et de l'autre côté le sentiment. Donc, moi j'étais sensible aussi, et je crois que c'est important de le rappeler. J'ai pas amené les livres parce que c'était un peu lourd. Oui, nous, un autre, les livres qu'on a, un autre avec des images. Livre de la création théâtrale. C'est-à-dire, on a été tous un peu saisis par la vérité artisanale du plateau. Oui, non, laissez. C'est pas celui que je cherche. Donc c'est la classe morte est fondée sur une expérience personnelle de Cantor, mais en même temps c'est un plasticien qui met en scène ou qui réalise la classe morte. Et jusqu'à ce moment-là, certes il y avait Brecht, mais chez Cantor on s'est confronté à cette matérialité presque signée des bancs, des tissus. Il y avait une vérité concrète qui servait de socle à ce spectacle.
on parlait, je me souviens même maintenant, quand on est sorti avec Monique, on se disait, mais c'est extraordinaire comment ces livres jetés par terre sont vieux. Mais tout ça, c'était le résultat d'un travail de longue haleine du plasticien. Donc maintenant, pour revenir à la question dont tu parlais, c'est qu'il y a eu un deuxième spectacle, Vielopole, Vielopole, je vous dis, parce que je ne l'ai pas trouvé seul, c'est lui qui me l'a dit, et je lui dis, mais Tadeusz, pourquoi Vielopole, Vielopole? Et c'est une réponse extraordinaire dans l'OSR. C'est parce que les souvenirs de la mémoire, on peut les capter sous la forme d'un écho, comme une cloche. Donc c'est la répétition. Vielopole. Vielopole, c'est Bucarest, Limoges. Mais quand on dit Vielopole, Vielopole, il y a comme une sorte de réverbération, comme un écho. Et il veut travailler sur cette mémoire. Et comme la culture éclaire la culture, moi je l'ai écrit. Et on ne me l'a pas dit, mais je l'ai écrit. Et je trouve que c'est le spectacle le plus proustien qui soit. C'est que Vielopole, Vielopole, et le travail plastique, le présent travail plastique, le travail disons, spectaculaire d'un plasticien, placé sous le signe de Proust, sous le signe d'un Proust. D'autant plus que, comme chez Proust, dans Vielopole, il y a une hésitation entre moi, je et le narrateur. Dans Vielopole, Vielopole, la position de Cantor n'est plus aussi certaine que dans la classe morte. Dans la classe morte, il touche les copains qui sont vieux, mais lui, il est maître de la situation. Dans Vielopole, Vielopole, comme dans Proust, on passe du jeu, il parle de ma mère, de mon père, donc tout d'un coup, c'est je, mais en même temps, il est maître du jeu comme narrateur. Je crois aussi que ce qui était assez intéressant dans Vielopole, c'est qu'il passe d'une expérience personnelle à une sorte de jonction entre la mémoire personnelle et la mémoire de l'Europe. On sort de l'univers clos, extraordinairement clos. Ce qu'elle dit, Monique Evray, c'est que l'espace de Cantor est un espace clos, sans fenêtre, sans rien. On est confronté à l'enfermement. Mais cet enfermement, cette fois-ci, convoquait les figures de la guerre, les soldats, la mort de son père, le mariage de sa mère. Donc, tout d'un coup, la pureté de la classe morte était sacrifiée au profit de l'extraordinaire combinaison d'éléments personnels. Mais Monique ne m'a pas dit le titre qu'elle avait choisi. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est le découvreur d'un langage. Mais c'est comme dans l'amour absolu, c'est la première fois que c'est mieux. Et j'ai un ami metteur en scène qui a vu Vielopole, Vielopole. Et il me dit, ah oui, c'est extraordinaire, extraordinaire. Je dis, maintenant, c'est la classe morte qui est extraordinaire. Je dis, moi. Il voit la classe morte et il a, en quelque sorte, la même déception, une déception légère. C'est que ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est qu'on découvre un univers que Cantor ensuite a décliné. Et que, je disais, le choc, l'événement, Barthes parle de l'amour événement et de l'amour processus. La classe morte a été pour nous deux la découverte événement. La Vielopole introduisait cette ouverture très grande vers l'Europe, vers la famille. Mais, chose qui est, je crois, assez importante à dire, c'est que dans tous ces spectacles, il n'y a pas de suite, dans le sens où chaque spectacle se termine sur il n'y a jamais de point de suspension chez Cantor. Si je peux t'interrompre, du coup, ça peut être toujours la première fois finalement.
pour Même Cantor, si le pour moi, dispositif est différent. C'est et la narration du passé sur la Ouais, scène restent un cadre, en cadre, mais c'est formidable. Mais cette s'il fois-ci, n'y a pas de suite, c'est cette fois-ci, toujours comment te dire, première rencontre. la classe morte, le Il y a une suite vocabulaire, au niveau du langage. Oui. le Il y a une vocabulaire, suite au niveau du langage. voilà, le vocabulaire était C'est du découvert. Cantor, quoi. On entrait on entrait un peu dans. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une phrase qui me poursuit. Maurice Blanchot dit la répétition, signe de pauvreté existentielle. C'est pas exactement la même chose, mais on entrait dans le vocabulaire. Chercher le mot. Donc on le connaissait un peu. Mais enfin, les deux spectacles constituent donc la base de cet univers de l'artiste vieux. Mais ce qui m'a frappé, c'est que on a organisé un colloque que je pense on l'a ici, l'artiste comme ça, donc où c'était la création d'un organisme dont je me suis occupé avec Michel Kokosowski. On a invité Brooke. S'il y a un monde différent, c'est Brooke. Brooke et Cantor. Mais je crois que c'est intéressant. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est qu'étant deux artistes aussi opposés, ils ont trouvé un terme d'entente. Brooke a parlé, moi je me suis dit, il délire un peu, il a parlé de l'artisanat, de l'objet, qui disait-il, dans la préface du livre, qui disait-il, l'objet qui contient en lui une énergie qui émane, pour parler des spectacles de Cantor. Bon. Et puis pour reprendre la quête de Monique, il y a quand même le théâtre de l'invisible qui est quand même si les moyens de l'atteindre ne sont pas différents. les mêmes. Non, mais moi, je voulais la dire quête autre de chose. l'invisible est Je voulais dire autre chose. partagée par Brooke. Brooke n'a pas parlé de ça. Brooke a parlé, non, il n'a pas parlé. des objets extraordinaires qu'il a vus en Afrique, tout ça. Mais un jour, j'étais à une répétition au Bouffe du Nord et Cantor était réputé par son caractère colérique. Il faisait des scandales partout. C'était difficile. C'est difficile. Tu en racontes un, là, ou alors quelqu'un en raconte un dans ce livre, là, pendant le symposium, parce que c'était trop académique pour lui. C'est toi qui le racontes. Voilà, c'est moi qui le raconte. C'est que face à Yann Cotte, qui a quitté la tribune, tout ça, je sais pas, il vivait avec ça. Mais au Bouffe du Nord, tout allait bien. Et il me dit, moi je n'ai pas osé lui demander, mais il dit, mais quelle bonne atmosphère ici, je lui dis. Il m'a dit, Georges, je ne me sens bien qu'ici. Donc au fond, il y avait la matérialité qui les réunissait. Leur recherche théâtrale est différente. Brooke voyait la vérité de la matière dans Cantor, et Cantor ressentait la justesse de ce lieu, qui est un lieu poétique, un lieu de mémoire aussi, les Bouffes du Nord. Donc, pour dire une dernière chose, deux dernières choses, c'est qu'il y a eu un spectacle qui est lié à Cantor et les arts plastiques. Cantor était invité par la Galerie de France, qui était la rue de la Verrerie à Paris, avec des tableaux. Une des toiles qui m'a marqué, qui s'intitulait Ma mère, et avec la force de la littéralité qui était la sienne, montrait, il avait installé 5 petits sachets avec du sable, avec des photos de sa mère. Et là, il était au vernissage, je dis, mais Tadeusz, toujours la mort. On ne sait pas, lui-même, il défendait l'idée d'avoir une sorte un peu d'humour, de ne pas, il disait, je déteste les faux sérieux. Donc, Tadeusz, il m'a dit, Georges, je ne parle que de ça. Et c'est vrai, et Monique n'a pas cité, mais c'est elle qui m'avait donné une fois, m'avait fait ces citations, quand on dit, l'art pour moi se situe, c'est le gué entre la vie et la mort. Donc c'est cette faille
cette frontière. Et là, quand il a fait cette exposition, il y a eu un conflit. Avec la gardienne de l'immeuble, peut-être vous le savez déjà, qui lui a dit, mais la gardienne dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ici, des camions et le chauffeur lui a dit, mais madame, c'est un artiste. Et elle a répondu qu'il crève les artistes. C'est une chose intéressante. C'est ce qui a donné le titre. Pardon? C'est ce qui a donné ensuite le titre. Voilà. C'est devenu un titre de spectacle. Et ce qui m'a frappé en préparant ça, c'est aussi cette capacité d'introduire les accidents de la vie. Donc, une gardienne qui dit qu'il crève les artistes, et il introduit qu'il crève les artistes. Et deuxièmement, c'est assez émouvant, je rencontre dans le bus 67 que je m'apprête à prendre maintenant, une étudiante que j'aimais beaucoup. Je dis, Marie, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais à un stage de cantor, tout ça. Bon, on a parlé un peu. Et 2 mois plus tard, elle était la protagoniste de Qu'il crève les artistes. Donc là, j'ai la photo, extraordinaire. Voilà, ça c'est une étudiante, Marie Vessière, dont... Elle a été dans plusieurs spectacles de cantor. Après. Pas seulement celui-là, après. Donc, oui. il voit une fille qu'il ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, il la voit, et en plus il tombe amoureux un peu. Ça c'est un... tombe amoureux. Ça ne gâte rien. Mais il l'intègre avec une... Et c'était pas, il ne lui donne pas le rôle d'une petite servante dans Marivaux. Et c'est extraordinaire parce qu'on a dans cette photo, que j'aime beaucoup, on voit comment Cantor presque sculpte la vie, fixe la vie. Et c'est Marie en fiancée, modifiée, sculptée par Cantor. Donc, donc, il crève les artistes, il témoigne de quelque chose qui est, je crois, on ne le dit pas assez, à mon avis, c'est qu'il reste quand même un artiste profondément polonais, lié à l'expérience, non pas politique de la Pologne, mais à la souffrance de la Pologne. Et donc, il crève les artistes, il introduit l'image que j'ai vue, on est allé ensemble à Cracovie, qu'on a vu ensemble, l'image du fameux maître bâtisseur de la cathédrale de Wawel à Cracovie, qui a été chassé de Cracovie en Allemagne et qui est revenu, et les cathos de Cracovie lui ont percé les joues, et on voit la petite sculpture. S'appelle, j'oublie comment ça s'appelle, enfin peu importe, peu importe, c'est dommage que je ne me souvienne pas. Mais, donc, tout d'un coup, qu'il crève les artistes, c'est un mélange de discours sur l'art avec cet enracinement dans la culture de Cracovie. Et j'approche de la fin, on était à Cracovie ensemble. On était à Cracovie ensemble pour un colloque de fondation de l'Académie expérimentale des lettres. Et Dort a parlé, enfin, un peu moyen. Scarpetta a parlé très... non, parce que Berlin n'avait pas de rapport avec Cantor. Je passe un peu plus loin. On a vu un très joli spectacle sur la mémoire de Cantor, Les Neiges d'antan. Très joli spectacle, très poétique. Et Bernard m'a dit, un peu court, Georges. On ne dérange pas les gens pour 50 minutes. Donc, je me souviens de... Donc, il parle... Scarpetta, délire sur Cantor plasticien, ce qui fait plaisir à Cantor parce que c'est comme vous avez un enfant invalide, plus les gens vous disent qu'un enfant invalide est plus beau que l'autre, vous êtes content. Donc ça allait. Et je me souviens que dans le livre de Barthes sur lui-même, il y a une photo de Barthes, et Barthes écrit la légende, l'ennui du colloque. Et dans cet ennui, dans ce roman, Cantor explose.
J'ai assisté à la déflagration complètement incontrôlée, complètement qui tenait du délire contre nous, contre nous. Un colloque dynamité par l'artiste. Tout. Ça, Et c'est extraordinaire. au fond, c'était à Cracovie, il s'est engagé dans dans le procès de l'académisme dont il craignait les retombées sur son œuvre. Et donc, pour couper cela, il a créé une sorte de happening, incohérent comme ça. Et bon, à l'Italie, on était tous un peu traumatisés. Et, bon, moi, j'étais à la tribune, On avait beau savoir. On ne le savait pas, on l'a analysé après. Et le même personnage, on va ensuite au restaurant, et au restaurant, c'était assez amusant parce que c'était une question d'une demi-heure. Bien entendu qu'après le scandale de Cantor, tout a été arrêté. Donc, on est sorti, mais le même personnage. Moi, si je suis énervé, j'ai besoin de 2 heures pour me calmer. Donc, on sort et on va au restaurant. On va au restaurant où, le plus chic restaurant de la place, on nous donne une sorte de volume qui était le menu. Et Cantor dit, moi je vais aux toilettes. Dort, un peu déçu par le colloque, qui était un expert gourmand, regarde sur le menu, tout ça, et il choisit. Moi je disais, moi je ne sais pas choisir, je prends ce que prend Bernard. Et je me souviens même maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il était lié à la Pologne. Il revient, il nous voit, nous chacun avait fait une liste, parce qu'on était une douzaine, on avait fait une liste. Et Cantor vous dit, il n'y a que 2 plats. C'est-à-dire que c'était un pays communiste qui n'était pas encore, qui rêvait d'avoir des restaurants très chics, tout ça. Mais Et le volume, alors? c'était pour rien. Ah. C'était pour la frime. Il n'y a que 2 plats. Mais il était mort de rire par la naïveté de nous occidentaux. Donc, il y avait ce jeu de contraste. Et le soir aussi, j'ai assisté à cette... Il était un homme déchiré, mégalomane mais déchiré. Le soir, je l'ai vu de mes yeux, à la réception de l'Institut français de Cracovie, parler avec des copains de notre seul âge, des artistes. Une atmosphère d'intimité, de chaleur, d'affection, comme il avait pour les personnages de la classe morte. Et 10 minutes plus tard, il commence à agresser une jeune fille qui était fonctionnaire du ministère de la Culture, au point que la fille a commencé à pleurer. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez fait, vous voyez pourquoi vous avez fait ça? Et il dit, parce que je veux les faire payer jusqu'à la fin de mes jours. Parce que Cantor est un artiste qui a été interdit dans les années 40 en Pologne. Donc, elle, peu importe, elle était le bouc émissaire. Donc, il a fait un dernier spectacle, fini, le seul, qui s'intitulait « Je ne reviendrai plus ». Et « Je ne reviendrai plus », c'était vraiment un peu, pour moi, une déception. Parce que c'était au fond un spectacle qui, vu a posteriori, était un spectacle précurseur de la mort. Un spectacle testamentaire, un spectacle où il léguait ses découvertes. Il réunissait, et moi, à la sortie, on parle un peu. J'ai dit, mais Tadeusz, vous faites le tour du propriétaire. Et il a dit, oui, mais c'est mes propriétés. Donc, il n'a pas nié l'idée qu'il faisait le tour du propriétaire, il n'a pas nié. Mais c'était vraiment un peu... Et ensuite, je termine vraiment là-dessus, nous sommes allés à Toulouse, où je crois que les grands maîtres, comme Cantor, comme Grotowski, vous donnent tout le temps des leçons implicites.
pas forcément ce qu'ils disent, mais des leçons qu'on doit saisir nous-mêmes. J'étais à Toulouse, c'était la dernière répétition pour son spectacle, c'est mon anniversaire. Et moi, j'ai passé 2h30, 3 heures dans la salle. Et la phrase qui revenait tout le temps, c'était couper, couper, couper. C'est-à-dire enlever, enlever. Comme disait Brancusi, le sculpteur, couper, couper, couper. Et une des belles phrases de Cantor, c'était il faut que l'œuvre soit finie comme la mort. Donc, qu'elle soit comme la classe morte, qu'on ne voit aucun accident, qu'on ne voit aucun élément aléatoire. Et pour cela, il arrivait à la comprendre. Et j'ai assisté comment les acteurs étaient déroutés. C'était la dernière répétition avant de partir à Cracovie pour la première. Couper, couper, couper. Et je suis allé à Toulouse aussi pour faire une petite rencontre avec lui autour du théâtre testamentaire. Et donc j'ai fait la rencontre et la première question, je lui pose la question, théâtre testamentaire, et il répond, notre discussion tombe bien, parce que justement aujourd'hui, j'ai vu un avocat pour parler avec lui de la question du testament. Il est un spécialiste. Et après, il parle de son œuvre. Et ce qui est très émouvant, c'est que à la fin, il dit, moi je lui dis, il y a deux attitudes à l'égard du testament. L'attitude noble, voire même somptuaire de Goethe, et l'autre de François Villon. Et il répond, je suis plutôt du côté de Villon. Les filles, la dérision, le carnaval, je n'ai jamais pris au sérieux mon passé. Non, je ne peux pas être du côté de Goethe. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement marquant comme aveu. Et ça se termine sur une note un peu plus... dans le prologue de Ô douce nuit, les leçons d'Avignon, dans le prologue de Ô douce nuit, vous dites que vous louez l'image la plus chère, l'espace le plus important, la maison, aux jeunes participants au stage. Tadeusz Kantor, oui, parce que j'ai trouvé des locataires. Je lui dis, moi je voulais mon entretien. Là. Il dit, mais oui, parce que vous avez une disposition testamentaire. Ah, vous voulez absolument me faire dire que je suis prêt pour le testament. Et c'était la dernière phrase. Il est parti à Cracovie pour faire la dernière répétition, il y est mort. Et on a reçu ensuite de la part de sa collaboratrice, là ici, c'est un numéro exceptionnel, ce numéro testamentaire, les témoignages des artistes. Et là, vous avez les 3 derniers dessins de Cantor qu'on a publiés à la dernière minute. Et je voudrais conclure par cette petite discussion que j'ai eue avec lui un jour, peut-être avant. Ce que dit M. Monique, c'est vrai, que ce qu'il fait, c'est une œuvre. Mais en même temps, cette œuvre est nourrie de sa vie. Elle nourrit profondément. Et nous, on avait fait à Avignon, des leçons d'Avignon, formidables, un spectacle. Ô douce nuit s'appelle, Ô douce nuit. Je crois qu'il y a un enregistrement, si vous pouvez le trouver, magnifique, d'où il est absent d'ailleurs. Il n'est plus sur le plateau. Il n'est plus sur le plateau. Mais à la fin, ce groupe d'élèves ont cherché quoi lui offrir. Et des gens très intelligents, on lui a offert une harmonica. Et toute la soirée, il jouait comme s'il jouait pour lui une scène de sa jeunesse. Et là, il était vraiment content. Mais
je terminerai par cette phrase qui m'accompagne et qui reste comme presque un sceau, un emblème indélébile de rencontre avec Cantor. Je l'ai vu un jour, Tadeusz, comment ça va? Et il m'a dit, Georges, pour moi, ça va toujours mal. Donc, je trouve que c'est l'essence même, parce que c'était à la fois la vérité et la dérision. Et que son théâtre, ce qu'on a vu, c'est ça. C'est la conjugaison de cet appel vers l'au-delà dont elle parlait, Metterlang, Craig, mais en même temps le goût pour le carnaval, la dérision, l'attrait pour la fête des pauvres. Merci, mille merci Georges. Et Monique. Et maintenant, bien sûr, nous invitons les personnes présentes ici, dont justement certaines étudiantes ont pu retrouver des traces de cet événement dont il a été question, le symposium à Cracovie. Et puis chacun est là, chacune est là avec, comme toi et toi Monique, comme vous, pour Cantor, votre paysage intérieur avec des artistes qui se rencontrent dans votre pensée. Elles et eux aussi sont ici aujourd'hui avec leur Cantor et aussi leur approche de vos écrits. Donc voilà, j'ouvre la discussion. Est-ce que je peux poser une première question à tous les deux, Monique et Georges? Vous avez tous les deux exprimé le choc de la première fois et la dimension inouïe de ce qui se faisait. Et ensuite, pour parler du travail de Cantor, ce sont les mots de Cantor qui viennent vraiment beaucoup. Le terme du théâtre de la mort, enfin des expressions, des choses qu'il a écrites et qu'il a dites. Et ma question, elle porte sur ce premier rapport. Alors, peut-être, Monique, tu l'as un peu dit avec la question des mannequins ou cette incertitude. Le mot qui est peut-être le plus propre à ton expérience, c'était cette indécision ou l'incertitude. Je ne sais pas ce qui reste aujourd'hui dans le souvenir qu'on peut avoir de ce fameux choc qu'on nous décrit, mais que nous n'avons pas vécu. Qu'est-ce qui reste? Il y en a d'autres qu'on ne voilà. verra pas, nous. Voilà. Qu'est-ce qui peut être ou rester de ce qui n'avait pas encore les mots de Cantor pour le décrire? Est-ce qu'il y a d'autres mots dont vous vous êtes dit après, ben non, c'était pas ça, c'était pas propre ou pas exactement ça? Est-ce qu'il reste quelque chose d'avant la parole de Cantor? Oui, parce que, disons, la parole de Cantor, au départ, pour moi, c'était le spectacle. C'était ça, la parole de Cantor. Alors, c'est vrai que les mots que le spectacle nous invitait à mettre, et c'est ça, je crois, qui est extraordinaire, c'est que c'était déjà des mots de Cantor. C'est-à-dire que si on avait reçu pleinement l'expérience, bien finalement, les mots qu'on mettait très vite dessus, c'était des mots de Cantor ou des synonymes, hein, des mots de Cantor lui-même. Et je crois que là, il y avait finalement, dans le spectacle lui-même, pour moi du moins, dans le spectacle lui-même, il y avait déjà une incitation à dialoguer avec ce spectacle. Et dans ce dialogue, qui était plein de points d'interrogation, c'était quand même on était déjà emporté, en quelque sorte, dans son vocabulaire à venir. C'est moi ce que j'ai ressenti. Il y a un détail là à propos de cette question, c'est que on a tous vu Cantor, ces deux grands spectacles, à mon avis, ces deux, La classe morte et Violopole, on les a vus sans ce titre. Sans ce titre. On disait, c'est Ibaragüen quelque chose, mais quand je l'ai vu avec ce titre, la perception changeait. Dans la mesure où d'un côté, pour nous, on avait cet ébranlement de l'image fixe, de ce maître des fantômes qui était. Mais en même temps,
ils parlaient comme des cochons. Mais ils disaient merde, merde, putain, parce qu'ils travaillaient sur le langage des enfants comme une sorte de ready-made du vocabulaire. Ce que disent les mômes à l'école. Donc, d'un côté, on voyait l'image étrange, inquiétante de ces gens âgés, de ces mannequins, mais ce qu'ils disaient, c'était du côté du carnaval, du côté de Villon. Ça, on ne l'a pas eu, nous. Et peut-être, je dis que ça a été une chance, parce que c'était un peu un signe un peu explicite. Quand je l'ai vu, je dis, bon, d'accord, les mots me disent, comme disait une copine de Monique, qu'est-ce que c'est les gros mots? Ce qu'on ne peut pas dire à la maison, mais on peut dire à l'école. Et donc, c'était, mais nous, on l'a vu sans la traduction de la bande-son. Pas de la bande-son, de ce qu'ils disaient eux. Moi, j'aime pas trop les textes du Cantor. Les textes de Cantor, je les trouve un tout petit peu, justement, discours moderniste, discours très moderniste, tandis que l'œuvre, elle a une dimension d'une solidité sculpturale. C'est comme Cézanne contre les impressionnistes. L'œuvre dure, les discours sont des discours. Je pense que dans les discours, il dit des choses très belles parfois, mais Dans les leçons d'Avignon en particulier. Pardon? Dans les leçons d'Avignon. C'est des choses magnifiques dans les leçons d'Avignon. C'est ça. Bon. Mais oui, Là, mais je suis pas moi, d'accord. oui, mais les leçons Les d'Avignon. leçons d'Avignon, c'est quand même un texte magnifique. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Non, mais je pensais aux manifestes théoriques. Sur le théâtre de la mort. Voilà, ça. Ah oui. Et après avoir rencontré Marie Vessière, il propose qu'on change, qu'on écrive le théâtre de la mort et de l'amour. Il parlait. Mais une fois, il avait des fixations avec les fonctionnaires, le ministère, mais aussi avec Grotowski. Et chaque fois qu'il avait l'occasion, il disait du mal de Grotowski. C'était de la haine. Je sais Ah oui, c'est de la haine. pas. Et pourquoi? Mais justement, je posais la question à Grotowski. Et je dis, mais ça ne te gêne pas que Cantor dise du mal de C'est toi? génial, la réponse de Grotowski. Ça ne te gêne pas que Cantor dise du mal de toi Tout le temps. tout le temps? Et Une Grotowski obsession. m'a dit, Georges, il me rend un service. Comme ça, les gens savent que je ne suis pas mort. Ben, je crois aussi que Cantor était un peu. Il a été. On n'a jamais posé. Moi, je n'ai jamais posé la question. Il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Je pense que Cantor, dans les années 40, fin des années 40, début des années 50, était vraiment un artiste entièrement marginalisé. Il était interdit de signature. Tandis que, on l'a dit, Grotowski était dans la jeunesse communiste et il allait à Moscou. Qui s'est converti après, ça c'est une autre histoire. Mais donc, et quand le succès péché, pour des raisons idéologiques, je crois, et aussi pour des raisons, les artistes se jalousent réciproquement. Et donc, le succès de Grotowski dans les années 60 est nettement supérieur aux petits happenings. Il avait trouvé le moyen d'être dans l'institution, Grotowski. Pardon? Il avait trouvé le moyen d'être dans l'institution. Pas vraiment dans, hein, c'est sur la marche. Sur la marche. Ouais. Il avait un théâtre de 13 rangs au Haut-Pollet. Donc, C'était un non, bled, hein. mais c'était. Et Grotowski n'avait pas été très longtemps. Grotowski, il est devenu l'hérétique de l'art communiste. Oui. Et de l'Église d'ailleurs. L'Église s'est opposée à donner le nom de Grotowski à une petite ruelle où se trouvait sa maison. Donc, mais je pense que c'est un conflit lié à leur début. Et deuxièmement, quand même, Grotowski était, qu'on le veuille ou non, lié au théâtre sacré, tandis que
Cantor, ses personnages, ses auteurs préférés, c'est Mickiewicz, tout ce monde brisé, opposé. Donc. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien en poser une petite. C'est-à-dire que c'est vraiment très étonnant ce que vous racontez de Nancy. Et moi qui suis de la génération qui ai vu Cantor à Beaubourg, parce qu'on a eu la chance de les voir tous dans la série, bon, j'imagine que l'écart devait être très grand. Et ce que vous dites sur les surtitres, c'est très intéressant, parce qu'il me semble qu'à Beaubourg, il n'y en avait pas. Hein. Moi, je me souviens de Cantor sans surtitres. Moi aussi. Moi aussi. Et voilà, j'avais envie d'avoir votre retour là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, si on réfléchit sur la mémoire des choses, qu'est-ce qu'on peut dire sur, au fond, l'évolution de cette mémoire selon les lieux, les moments où on l'a découvert, où on l'a vu, enfin... En même temps, bon, quand on revoyait, parce que bien sûr on les a revus, hein, oui, bien sûr, les spectacles de Cantor. On imagine bien. Ouais. Ouais. Eh bien, tout d'un coup, c'est vrai que c'était, bon, ils étaient réintroduits dans un espace de théâtre. Ouais. Tandis que le choc, c'était un espace, bon, qui n'avait rien à voir avec l'espace théâtral, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc, c'était une espèce d'espace complètement nu, avec ce sorte de scène tréteau, c'est tout, on voit. Et voilà. Et alors, tout d'un coup, ça, c'est vrai que ça a été unique. Hein, parce que j'imagine que ça a grandement contribué à la sensation métaphysique de l'événement. Enfin, le fait de ne pas être sur un plateau de théâtre. Non? Oui, mais je pense. Ça, je ne sais pas, mais je pense que non, parce que ça, cette dimension, disons, dans la perception du spectacle, elle est restée. Oui, mais de toute façon. Elle est restée, non, elle est restée, mais il n'y avait pas cette force de l'impression que finalement, en plus, il faut voir qu'à Nancy, enfin Georges moins parce qu'il s'occupait de certaines choses, mais moi, je passais mon temps de midi jusqu'à 3 heures du matin à voir des spectacles. Bon, et c'était un souvenir merveilleux pour moi, c'était formidable. Hein. Et je dormais entre 3h et midi, et puis là, je grignotais quelque chose. Voilà, et après, plus rien avant 3h du matin. Mais finalement, tout d'un coup, c'était un choc qui m'arrachait complètement à cet univers du festival de Nancy. Hein. Bon, c'était, voilà, je sortais d'un spectacle, je pensais aller à un spectacle, et je me souviens d'ailleurs, c'est vieux quand même, mais je me souviens que le spectacle suivant que je devais voir, c'était des féministes américaines. Ça, je m'en souviens. Et alors, quand je suis sortie de la classe morte, l'idée d'aller voir un spectacle de féministes américaines, c'était une absurdité totale, quoi. Donc, mais pas seulement ça. Tous les spectacles du soir, j'ai tout zappé, je me souviens plus des autres. Je me souviens que c'était, parce que là, il y avait une sorte de... Enfin, je m'en souviens parce que c'était ce spectacle de féministes américaines après la classe morte. C'était évident que je ne pouvais pas y aller. En même temps, mais ce qu'elle dit, c'est qu'on est sorti, c'était un peu dans une sorte de no man's land. Ouais. On est sorti sur une colline. Mathieu Gallet me disait, mais Georges, pourquoi vous aimez ça? Mathieu Gallet, c'est un grand critique. Ah ben c'est... le choc n'a pas fonctionné. Lui, il ne supportait pas. Il n'avait pas supporté. Non, Non, il avait pas eu de dit, choc. non, mais il aimait ça, bien. Mais c'était indifférent. c'est l'image des écoles dans votre Transylvanie. Ben voyons. Mais la question, je pense, très intéressante, je pense personnellement que pour des raisons commerciales, je ne sais pas, il n'a pas joui à Paris, sauf les Bouffes du Nord, d'un espace juste. Parce que où il a donné ses spectacles, c'était à Beaubourg et à Chaillot, des espaces froids, technologiques, mécaniques, métalliques. Et donc, l'impact, moi je l'ai vu, j'ai vu Violopole, je pense, qui crève les artistes. J'ai vu qu'il crève les artistes à Bogota, dans un lieu qui était un lieu tout à fait, comme vous dites, un lieu
atypique, une sorte d'église, une sorte d'église, et qui était, chose qui était extraordinaire, on parlait avec les acteurs, qui était vouée à la destruction. C'était le dernier spectacle, comme nous ici. Exactement. Il faut vite faire du théâtre ici, dans les 15 Parce que pour le trajet du métro, il fallait démolir cette église. Donc il y avait quelques... Je crois qu'à Paris, il n'a pas eu la... une âme. Mais Un sentiment la de la mort, détestation entre Grotowski et Cantor était telle que, si vous pouvez vous imaginer, mais ils étaient cinglés tous les deux, à Sao Paulo, les acteurs de Cantor ont refusé que leur décor retourne en Pologne avec le même bateau que les décors de Grotowski. Pour la contamination. Non, mais je crois que la détestation était plutôt du côté de Cantor. Hein. Oui, mais ça- Grotowski s'en fichait un peu. Non, mais Grotowski ne s'est pas mêlé, mais c'était Oui, il les s'en fichait un acteurs. Oui, pardon. Je voudrais intervenir parce que j'ai eu la chance donc, de travailler avec Cantor. J'ai travaillé à Chaillot 44 ans. Et quand vous Mais je parlez- vous connais, on s'est connus, non? Oui, je suis Dominique Orozco du théâtre de Chaillot. Oui, mais votre visage me dit Et, beaucoup de choses. et là, c'est pour intervenir comme expérience. Le plus grand choc de ma carrière, à 44 ans, du théâtre de Chaillot, alors c'est incroyable, c'était de la classe morte. Donc là, j'ai eu un vrai choc. Mais quand vous dites à Chaillot, ça a été un grand choc, parce que où ça a été joué à Chaillot, sur la scène du plateau Villa, avec le rideau de fer baissé, Ah oui. et les spectateurs n'étaient pas dans la salle Villa, mais Oui. sur le plateau de Villa, et non pas en frontal, mais on était sur des gradins. Donc à l'époque, je devais avoir 23 ans, j'ai eu un vrai choc. Et L'espace. 50 ans plus tard, c'est resté la plus grande œuvre pour moi en choc. Et 10 ans après, ça c'est pour vous donner je ne vais pas parler de ma carrière, mais simplement de Cantor. 10 ans après, j'ai appris que Cantor venait à Chaillot avec 4 des spectacles. Et moi, j'avais été tellement fascinée que je le suivais, j'allais à Beaubourg et tout. Et quand j'ai su que Cantor viendrait à Chaillot, je me suis dit, je veux servir ce spectacle. Alors effectivement, tout le monde n'aimait pas Cantor, enfin les gens n'avaient pas encore bien compris ce que c'était, mais moi j'étais vraiment fascinée 10 ans après toujours. Donc j'ai demandé à servir le spectacle, et comme disait Georges, Tadeusz n'était pas facile, mais moi je garde une autre image de lui. C'est que quand il est arrivé à Chaillot, il a viré effectivement tout le monde, toute la presse, tout le monde. Et je voudrais revenir sur un exemple de Monique. Il savait que je m'occuperais des costumes et de les accueillir, puisque j'étais costumière. Et il m'a dit, je voudrais vous demander une chose à qui j'ai demandé à personne, mais je voudrais, si vous en êtes capable, que vous restauriez mes mannequins. Vous imaginez le cadeau qu'on pouvait me faire, le challenge, et je le vénérais comme un maître. Et je me disais, bon, mais je me suis dit, cette opportunité-là, alors j'ai dit, j'aimerais les voir dans quelles conditions ils sont, parce que pendant 10 ans, ils avaient été enfermés, et ils venaient donc de Pologne, et j'ai eu la chance de restaurer, et il m'a dit, vous serez seul. J'ai dit, ça ne me fait pas peur. C'était une chance, parce que j'ai restauré ces mannequins, et c'était des enfants, ces mannequins. Oui. Parce que c'est une chose importante de dire pour ce spectacle, il y avait la vieillesse dans la classe morte, mais c'était les enfants, c'était Tadeusz, enfant et jeune. Il l'avait transposé parce que bon, c'était son ressenti. Et c'était des vrais cheveux, ces mannequins, c'était des petits-enfants. Donc je vous passe, et j'ai eu la chance, Oui, des petits enfants inanimés. inanimés, mais tellement les costumes, mais quand on voyait le spectacle avec la musique et tout, on l'imaginait, on voyait Tadeusz enfant et ce que ça représentait. Et une des choses, donc il y a eu les 4 spectacles, et moi je me suis dit, c'est une chance. Et je lui ai demandé si il m'autorisait à faire des photos. Il m'a dit, je vous autorise tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est une chance dans le théâtre qui n'arrivera pas 2 fois dans ma carrière. J'ai investi dans un appareil photo et j'ai photographié tous les spectacles de Lambert et je les suivais. Donc j'ai vécu les plus beaux jours de ma carrière théâtrale.
je dirais, pour cette histoire, parce qu'on est passionné par un artiste. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Georges. Ce qui est très très important, tout ce qui était les objets, c'était fabriqué par Tadeusz Kantor, c'était son idée, c'était un génie d'objets et peintre. Et à ce moment-là, à la Galerie de France, alors je vous raconter un tout petit souvenir simplement, si ça peut apporter. Il peignait effectivement, moi j'avais adoré son exposition de peinture. Moi aussi. On ne peut pas l'oublier, et en plus il y avait des objets. Et il m'avait demandé, il aurait aimé que je quitte Chaillot, mais j'aimais Chaillot. Et bon, parce qu'il avait vu ma passion, enfin, bon, j'aimais son œuvre, et j'ai dit non. Et le dernier jour, je raconterai simplement 2 souvenirs, parce que ça m'émeut beaucoup de vous voir, parce que c'est vrai qu'on l'a connu. Pour ses peintures, j'avais acheté les croquis de la classe morte. Alors, une des dédicaces qu'il m'a fait, c'est moi. Donc, ça confrontait le ressenti que j'avais eu en me disant c'est moi en classe dans les croquis où il y a l'enfant, le mannequin qui est sur le dessin. Il m'avait offert une peinture, une de ses peintures, mais aussi une très belle histoire. Pour partir, il m'a dit je n'aime pas les arbres, ni les fleurs, je n'aime pas les fleurs. Et il m'a offert un bonsaï. Et j'étais tellement touchée, enfin forcément. Et il est parti, comme vous racontiez, Georges, à Toulouse, et après ça en Pologne. Et moi, je devais partir en tournée. Et à ce moment-là, évidemment, Kantor qui vous offre un bonsaï, c'est pas une chose facile, un bonsaï. Donc j'avais dit à mon mari, fais attention, parce que c'est Kantor qui m'a offert et tout. Donc mon mari m'a dit, je te promets tout. Et ce bonsaï, il y avait eu le droit à la clinique des bonsaïs à Paris, parce que je me suis dit, ça pour l'anecdote. Je pars en tournée avec le théâtre pour un spectacle. Et mon mari m'appelle et il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le matin, il m'a dit, ton bonsaï, il perd ses feuilles. Et Tadeusz est mort le soir. Et j'ai toujours cet arbre sans feuilles avec un petit oiseau à la maison, d'un bonsaï sans feuilles. La mort a été très inattendue et tragique de Kantor, mais les Polonais qui ont aussi le genre d'élision, ils disent, parce que moi, au déjeuner, il adorait la cuisine chinoise. Et donc on était à Toulouse, il a imposé à toute l'équipe, on a mangé, moi j'aime bien les Chinois, mais les autres n'en pouvaient plus. Et il y avait, vous avez vu le spectacle, il y a le violoniste qui était une femme, c'est une vieille comtesse. Et Kantor était vraiment très très bonne. Je sais pas, était bien après la répétition, coupé, mais c'était bien. Et elle lui a dit, c'était les premières élections libres en Pologne. Et pour ces élections se présentait d'un côté Wałęsa et de l'autre côté Mazowiecki, qui était le grand intellectuel. Et la comtesse, moi je m'en fiche, je ne savais pas, mais ça m'est resté dans la tête. La comtesse lui a dit, Tadeusz, tu votes pour qui? Pour Wałęsa ou pour Mazowiecki? Et il n'a pas répondu. Et on dit qu'il est mort pour ne pas choisir. C'est assez joli cette histoire. Voilà. Bon, j'en suis vraiment navrée, mais je crains que ce ne soit l'heure et que le cours suivant nous déloge rapidement. Je ne peux pas venir qu'avec plaisir. Mais... Merci beaucoup. Merci infiniment.